Salut. Alors si comme 99% de la population tu penses que pour être designer il faut être hyper créatif, faut faire des dessins de malade, faire des 3D de fou et surtout payer des écoles et payer des études à 7000 balles l'année, et bah je te dis que t'as tout faux. Et je vais te montrer pourquoi dans cette vidéo. Je vais te montrer que rien de tout ça n'est réellement indispensable pour devenir designer et qu'au final pour être designer, pour être un bon designer du moins, il faut pas forcément faire des dessins très jolis, on s'en fout. Un designer, principalement, c'est remettre en question les usages et remettre tout le temps en question tous les produits qui ont été faits pour les améliorer et pour créer des innovations. Et reste bien à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer tout le processus pour que toi, en tant qu'étudiant, en tant que PR bricoleur, en tant qu'ingénieur, en tant que chef d'entreprise, tu puisses les appliquer et tu puisses avoir le début d'une réflexion d'un designer et que tu puisses appliquer ça dans ton business, dans tes études, dans ton entreprise, etc. Et que tu puisses appliquer ces techniques le plus rapidement possible. C'est parti. Les Français n'ont pas de culture design. Alors, je viens de te dire à l'instant que à peu près tout le monde pouvait être designer, mais ça, je sors pas du cul d'un cheval. C'est pas moi qui l'ai inventé. Parce que moi aussi, au début, quand j'ai commencé mes études en design, je pensais que pour être un bon designer, il fallait savoir hyper bien dessiner et être ultra créatif. Parce que ça, c'est ce que les écoles de design elles nous vendent lors des portes ouvertes. Mais c'est pas ça la réalité. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'agence de design américaine IDEO, qui a complètement remis en question et remis en cause tout ce que j'avais fait jusqu'à là en école de design. IDEO, ils font de tout. Ils font du produit, de l'espace, des applications, du graphisme, ils font tout. Ils sont 600 à travailler là-dedans, c'est incroyable, c'est une agence énorme. Et la boîte, elle a été fondée par ce mec à la moustache flamboyante, David Kelly. Et si je vous parle de ça, c'est que IDEO a une particularité, c'est que parmi les 600 employés, on pourrait se dire qu'il y a énormément de designers. Bah pas du tout. En fait, il y en a très peu. La plupart des gens qui travaillent à IDEO, en fait, ils sont pas du tout designers, ils sont psychologues, c'est des linguistes, c'est des anciens chefs cuistots, c'est des anciens de l'armée, c'est des anciens de la marine, c'est des anciens banquiers, etc. Et si IDEO fait ça, c'est pour une seule raison, c'est pour avoir une diversité de profils complètement colossale et aussi mixer les compétences de chacun. Bon, là, à mon avis, vous vous dites c'est quoi la technique, comment on fait un bon design, comment je peux être un designer sans avoir fait d'école de design, etc. Comment toi, demain, sans être forcément designer, tu puisses appliquer ces points et commencer à penser et à réfléchir comme un designer. Et ben laisse-moi te montrer la méthode de travail d'IDEO sur un projet qu'ils ont réalisé pour un simple caddie de supermarché. Alors c'est une méthode presque universelle qui est ultra connue dans le milieu du design et qui est faite pour améliorer à peu près n'importe quoi. La méthode elle est divisée en 8 étapes et en vrai c'est pas trop compliqué. Bon, juste avant que ça commence, c'est une vieille vidéo. Donc ils sont sapés comme c'est pas permis, c'est affreux. Ils ont des moustaches, gros, c'est un délire. Mais ce qui est important, c'est pas leur gueule, c'est le contenu. Donc là, on va lancer la vidéo ensemble et on va voir point par point. Je vais faire stop et j'expliquerai en même temps. Ouais, premier point, enfin, c'est pas dans l'ordre forcément, mais il y a des points importants. C'est là, ils travaillent en groupe et c'est beaucoup plus facile de bosser en groupe sur un projet comme ça parce que tu vas avoir des idées de partout. Tout le monde aura son mot à dire et tout ça. Ce qui peut avoir des inconvénients, mais globalement, c'est plus positif que négatif. Parce que tu auras vraiment, vraiment beaucoup d'idées, et tu auras des gens qui auront une vision complètement différente de ce que tu vas voir et de ce que tu aurais pu penser. Ouais, voilà, donc en fait, ils disent que là, en fait, il n'y a qu'un seul designer en fait, dans le groupe, et tout le reste, c'est des gens qui n'ont aucun rapport avec le design. Donc un linguiste, une biologiste, un médecin, un ancien ingénieur, etc. Donc vous voyez qu'IDEO, ils ont fait exprès de mixer des gens qui ont a priori aucun rapport entre eux pour avoir le maximum de diversité et le maximum d'idées complètement nouvelles. Ah oui, donc premier point, c'est forcément de choisir son objet à améliorer, et autre point aussi, le mieux c'est de l'avoir avec soi. Ici, ils travaillent sur un caddie, et ils ont un caddie dans l'agence, c'est-à-dire que ils peuvent voir tout ce qui va pas directement dans le caddie, ils ont le produit à échelle 1, échelle 1, du coup ils peuvent le démonter, ils peuvent le soulever, ils peuvent regarder comment c'est fabriqué, etc. Du coup ils peuvent analyser parfaitement la situation en voyant comment les gens le prennent en main et se mettre à la place de l'utilisateur en détectant tous les points de frustration possibles pour les améliorer. Là c'est intéressant ce qu'il dit par rapport à la créativité. Il dit que pour être créatif, enfin pour avoir une équipe créative, il faut pas avoir un supérieur hiérarchique et plein de sous-fifres en dessous, des couches de sous-fifres, un mec qui décide et qui dit ça c'est beau, ça c'est moche, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est une organisation horizontale, c'est-à-dire que tout le monde a le même statut et personne n'est au-dessus de personne, et que chaque idée vaut la peine d'être analysée et vaut la peine d'être développée.
Et là on va arriver à un autre point hyper important, ils vont se séparer pour aller analyser le terrain et voir comment les gens utilisent un caddie. En vrai, il y a 10 000 façons d'utiliser un caddie. Il y a des gens qui sont vieux, il y a des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas. Et chaque utilisation est différente. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui viennent faire leurs courses qui utilisent un caddie, il y a peut-être les mecs de la sécurité qui vont les ranger. Il y a les caissières qui vont aussi peut-être devoir les ranger, il y a le mec qui va les réparer, il y a les mecs qui viennent les chercher pour aller les laver. Il y a tous ces gens connexes autour, en fait, qui vont avoir une interaction avec le caddie et qui eux aussi peuvent avoir des problèmes. Et c'est eux qu'il faut les démarcher, en plus évidemment des gens qui l'utilisent tous les jours, mais c'est à eux qu'il faut les parler parce qu'ils vont avoir une autre vision, autre que le consommateur, et ils vont avoir d'autres problèmes aussi à résoudre. Et c'est ça qui est hyper important, parce que par exemple, là il y a la meuf qui galère par exemple à tourner les caddies dans la montée là, et qui, je pense qu'il doit pousser comme une timbrée pour pouvoir les faire avancer, parce que je pense que ça doit être assez lourd. Il y a un autre truc assez intéressant aussi, c'est qu'ils prennent des photos. Et le fait de prendre des photos, c'est ultra important, ça va te faire une base de données qui vont te permettre de mieux analyser les problèmes que les gens rencontrent en utilisant un caddie. Et là, ils interrogent les gens directement qui viennent faire leurs courses, et ça aussi, c'est ultra important de prendre des notes et d'interroger directement les utilisateurs. Et directement après avoir fini leur étude de terrain, ils se remettent tous dans le bain, ils écrivent, ils commencent un petit peu à dessiner mais pas trop. Ils mettent des mots sur certaines situations, ils font un scénario d'usage complet de ce qu'ils ont vu. C'est-à-dire qu'ils voient une personne aller chercher un caddie, ils voient remplir le caddie, ils le voient ensuite déverser le caddie sur le tapis de la caissière, ensuite ils payent, ensuite ils remplissent leur caddie, ils retournent à leur voiture, ils ouvrent le coffre, ils remettent tout ce qu'ils ont acheté dans leur coffre, ils ferment le coffre et ils remettent le caddie à leur place. Donc ça c'est un scénario utilisateur, et en faisant ça, vous allez découvrir tous les points de friction, tous les points super chiants à l'utilisation d'un produit nouveau. Donc le scénario d'utilisateur il est ultra important pour avoir accès à toutes ces infos et se mettre à la place de l'utilisateur et de rencontrer ses frustrations. Voilà, en fait là ils vont tous partager entre eux, donc c'est l'avantage d'être en groupe, ils vont tous se partager, montrer ce qu'ils ont vu, montrer ce qu'ils ont senti, ce qu'ils ont touché, avec qui ils ont parlé, les infos importantes et les problèmes surtout importants. Du coup ils vont tous se passer un par un devant tout le monde et dire bah voilà, nous aujourd'hui on a vu qu'il y avait tel problème qui était récurrent chez les gens, ce serait intéressant de l'améliorer, donc ça ils le notent, ils le gardent pour plus tard. Là, ils vont commencer la phase de créa. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'ils ont relevé comme point de frustration chez les gens, ils vont se dire, ok, très bien, donc il y a le point de frustration peut-être de la sécurité, des roues qui vont pas droit, où est-ce que je mets mes sacs quand j'ai des sacs de course, où est-ce que je mets mon pack d'eau qui prend toute la place dans le caddie, où est-ce que je mets mon gamin, comment je fais pour scanner des articles par exemple, etc. Tout ça c'est des points de frustration qui ont été relevés, et là ils vont commencer la phase créative. Donc il n'y a pas eu de dessin avant, pas beaucoup, c'est que maintenant qu'on dessine. On a tendance souvent à vouloir dessiner tout de suite, ça sert à rien, si c'est pas ce que tu cherches, c'est pas le dessin qui va te sauver. Il faut d'abord trouver le problème que tu vas résoudre et ensuite dessiner une solution. Donc là, la solution, ils vont commencer à les dessiner, et c'est hyper important de pas juger ces dessins, parce que tu vois, vous allez voir, les dessins ils sont crado, c'est des dessins de gamins un peu. Voilà, il y a eu le problème par exemple du stockage des caddies. Il y a peut-être des dessins où il y a peut-être un groupe qui va s'en occuper et dire voilà, nous on fait un caddie qui se plie et qui prend beaucoup moins de place pour les supermarchés. Et regardez, la qualité du dessin en vrai, elle est pas incroyable. Enfin, c'est un enfant de 6 ans peut faire ça. Mais le but c'est de faire comprendre et de communiquer son idée. Donc c'est pas important si le dessin, waouh, la roue elle est pas exactement très bien, si c'est très grossier, c'est très enfantin comme dessin, c'est pas très professionnel, on s'en fiche complètement. Le but là c'est de communiquer son idée et de créer un nouveau concept. Donc là ils vont utiliser des post-it pour mettre des mots sur les idées et pour valider ou non et voter sur les idées qu'ils aiment bien pour pouvoir ensuite trier et créer une échelle de valeur des projets qui sont le mieux jusqu'au moins bien. Le fait d'afficher ces dessins au mur aussi c'est hyper important, j'ai failli l'oublier. Donc pendant ta phase créative, vraiment sketch de ouf. Fais des dessins, fais-en plein, on s'en fout. Même si c'est le début d'une esquisse que tu termines pas, tu le gardes et tu l'affiches. Tu vas faire une pause d'une demi-heure, tu reviens dans la salle et t'affiches tes trucs et tu vas voir que t'auras un œil différent et tes dessins tu vas pas les voir de la même façon. Tu vas dire ah bah tiens comme ça c'est une bonne piste, je vais approfondir cette piste là machin etc. Mais accroche-les au mur et une vision différente de tes dessins. Note des trucs aussi sur tes dessins. Si jamais t'arrives pas à communiquer par le dessin, tu crées une forme
très basique et tu fais une flèche avec des mots ou des textes à côté pour expliquer, et toi après ça te servira, si jamais t'arrives pas à décrypter ton dessin, ça te servira après pour te dire ah ouais putain j'ai voulu dire ça et j'ai pas su le dessiner. Du coup ça te sert un peu de mémoire mentale. Là, ils sont en train de parler d'un point qui est hyper important et que j'ai pas dit au début, mais qu'il faut absolument définir dès le départ. C'est la contrainte de temps. Si tu te mets pas de contrainte de temps, ton projet il verra jamais le jour. C'est comme quand t'es en vacances, on te donne des devoirs, bah tu le feras le dimanche soir juste avant la rentrée, toi. Si on te donne 2 semaines pour faire un truc, bah tu mettras 2 semaines pour le faire. Si tu te mets 2 heures, tu mettras 2 heures. Donc mets-toi une contrainte de temps de un jour, 2 jours, une semaine pour ton projet. Tu te mets 1 heure pour faire tes dessins, 2 heures pour faire ta présentation, et 3 heures pour faire tes maquettes, et point barre, c'est fini après. Et là, ils vont commencer à faire des maquettes. Donc, hyper important, toi, une fois que tu auras validé ton produit, une fois que tu auras validé ton concept par le dessin, tu vas te dire ok, je choisis celui-ci. Tu vas faire plusieurs déclinaisons de maquettes, faisant 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, peu importe. Des petites maquettes, des monstres. On appelle ça des monstres parce elles sont moches, c'est des maquettes très très laides. C'est des maquettes de principe, c'est-à-dire que tu vas juste montrer comment ça marche, mais sans penser à l'esthétique. Donc tu vas faire des trucs à peu près comme ça. Bon là c'est de la bricole, c'est plutôt bien fait. C'est de la bricole pour montrer l'usage. C'est-à-dire que toi, tu peux prendre des trucs que tu as chez toi, donc tu peux prendre du papier, tu peux prendre du carton, tu peux prendre des bâtonnets de sucette, tu peux prendre des bâtonnets de glace, tu peux prendre des cure-dents et faire des petits trucs avec ça. Commencer à faire des maquettes un peu crasseuses. Tu vas te rendre compte des proportions, tu vas te rendre compte de comment ça rend, tu vas te rendre compte de plein de choses, de l'appréhension dans ta main, de la taille, de plusieurs trucs, et de comment c'est fabriqué. En faisant ta maquette, tu vas dire ah tiens, c'est fabriqué comme ça, est-ce que j'ai pas un autre moyen de le fabriquer, est-ce que je peux pas le plier, est-ce que je peux pas le souder, est-ce que je peux pas le coller, etc. La maquette c'est ultra important, c'est une des étapes à vraiment pas négliger. Donc tu vois, quand on dit que c'est des monstres, t'as vu avec quoi ils ont fait ça, ils ont pris un bout de ficelle, ils ont pris un tube qu'ils ont dû plier avec leurs genoux, et ils ont attaché ça comme ça, et puis ils ont mis 2-3 sacs plastiques qu'ils ont trouvés par terre, et puis voilà. C'est vraiment du monstre, c'est-à-dire que c'est du prototype vraiment très moche pour montrer comment ça marche et pour montrer un peu l'idée globale. Donc là en fait, une fois qu'ils ont fait toutes leurs maquettes, ils se rendent compte que il y a plein de trucs d'intéressants dans chacune des idées, et il serait peut-être intéressant de toutes les mélanger. Et c'est sûrement ce qui va se passer aussi avec ton projet. Tu vas peut-être avoir une idée par-ci par-là qui vont être sympas, et tu vas dire putain mais si je mélange celle-ci avec celle-ci, est-ce que ça pourrait pas faire un truc. Toujours te demander et si nanana, est-ce que ça peut le faire. Ne jamais te mettre de barrière à se dire ouais non ça marchera pas. Dis-toi toujours et si je fais ça, est-ce que ça marche. Et si je mélange ça avec ça, est-ce que ça marche. Et si je change le matériau, est-ce que ça marche. Et si je le rends plus grand, est-ce que ça marche. Et si je le fais plus petit, est-ce que c'est mieux. Et si je le fais en métal, est-ce que c'est mieux. Et si je le fais en bois, est-ce que ça m'arrange. Est-ce que c'est plus léger. Est-ce que le transport est mieux, etc. Tout le temps de demander et si tu vois. Je sais pas si c'est clair, mais bon, t'as capté. Et voilà. Donc une fois qu'ils ont mixé toutes les bonnes idées et tous les bons trucs, ils ont fini par faire leur produit final, donc qui est ce caddie et qui ressemble quand même vachement au caddie qu'on a aujourd'hui. Donc il y a tout, il a un endroit pour mettre un enfant, 4 ou 5 casiers pour faciliter le transport et pour pouvoir le mettre dans ton coffre hyper facilement. Il a un scan pour scanner les produits directs. Donc tu vois par exemple là les roues elles tournent à 90 degrés, ce qui avant n'existait pas. Et du coup c'était une tannée, t'avais ton gamin, t'avais ton pack d'eau, c'était l'enfer pour tourner ton caddie, c'était une galère pas possible. Là maintenant les roues elles sont libres, du coup tu peux le tourner comme tu veux. Ça n'a pas d'impact sur le design, sur l'aspect esthétique du produit, mais ça a un impact sur l'utilisation. Et vous voyez les paniers sont indépendants du caddie, du coup tu peux faire juste ton shopping avec ton petit panier, c'est-à-dire déposer ton caddie à un certain endroit, tu pars faire ton petit shopping avec ton simple panier et tu reviens déposer ça dans ton caddie. Vous voyez, les bagues ils sont juste hyper smart, ils ont juste mis des petites accroches. Le caddie il est pas incroyablement beau, on s'en fout, mais il est d'une fonctionnalité, elle est parfaite, c'est hyper malin, c'est ça qu'on recherche dans ton produit. C'est pas grave s'il est pas beau, l'esthétisme ça se travaille, l'esthétisme c'est du maquillage, c'est de l'artifice. Un produit qui est moche mais qui fonctionne sera toujours mieux qu'un produit beau qui est pas fonctionnel. Donc en gros, pour résumer, les 8 points, c'est le premier, c'est de choisir ton produit. Évite les trucs décoratifs parce qu'il n'y a pas de besoin derrière. Les vases, les lampes et tout ça, t'oublies, c'est beau, mais ça sert à rien. Le second point, ça va être de lister les points faibles apparents. Et ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être le transport, ça peut être la matière, ça peut être le poids, l'échelle, ça peut être la taille, ça peut être la couleur, ça peut être l'esthétique,
plein de choses. Le troisième point, c'est ton étude terrain, et ça c'est hyper important parce que c'est ça qui va guider tout ton projet. Tu vas questionner les utilisateurs, donc il faut que tu questionnes tout le monde, donc les utilisateurs de ton produit bien évidemment. N'hésite pas à prendre des photos, comme ça laisse une trace, et ça te permet de te remémorer certains points que tu avais sûrement oubliés. Quatrième point, c'est de faire un point sur tout ce que tu as remarqué. En gros, tu vas résumer tous les points de friction que les gens ont à utiliser le produit que tu veux améliorer, ou le service, et tu vas mettre des mots dessus, tu vas analyser comment ils interagissent avec grâce aux photos que tu as prises avant, et commencer peut-être à avoir des pistes et à te dire ok, ça c'est intéressant, ça peut être facilement améliorable, etc., etc. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais le scénario d'usage de la personne, de toutes les étapes où il y a des problèmes. Maintenant, on passe au point 6 qui est la phase de créa. Donc, une fois que tu as fait ton scénario d'utilisateur, que tu as repéré tous les points qui étaient sensibles et tous les points de difficulté, c'est là où tu vas commencer à faire plein de dessins et vraiment te limite pas. Même si c'est un dessin moche, on s'en fout, tu les accroches au mur et tu fais tous les dessins possibles et imaginables. Tu les gardes surtout, tu t'en jettes aucun. Et essaye de faire des concepts totalement différents. Essaye de te remettre en question, surtout quand t'es pas en groupe. Quand t'es en groupe, c'est plus simple parce que chacun a une idée de ce qu'il peut faire, de ce qu'il veut faire, et une culture différente, une vision différente, un métier différent, donc une éducation différente, etc. Donc il y a toujours un truc qui va impacter la manière de voir les choses. Si t'es tout seul, c'est beaucoup plus difficile parce que tu vas difficilement te remettre en question, mais essaye quand même de faire des trucs qui n'ont aucun rapport entre des dessins, vraiment des concepts complètement différents. Ensuite, une fois que tu as fait tous ces concepts-là, tu vas en choisir un ou deux et tu vas faire des petits monstres, donc des maquettes de principe. Et ces maquettes de principe vont te servir à valider la taille, valider la forme, valider l'échelle, à valider tous ces petits trucs, valider la prise en main par exemple, valider plein de choses. Donc tu peux faire ça avec du matériau que tu as chez toi, du carton, des barres de sucette, tu peux faire ça avec du polystyrène, vraiment c'est de la débrouille. Là c'est grosse improvisation. Tu peux faire du bois si tu en as chez toi. Tu peux le faire avec de la mousse expansée, tu vas à Action ou tu vas chez Rougy et Play, t'achètes de la mousse expansée, c'est hyper bien. T'imagines pas par contre qu'une maquette ça doit vraiment être magnifique, pas au début, on s'en fout. T'as bien vu l'état des caddies comme ils étaient vraiment moches. C'est du principe, c'est du voilà comment ça marche. Donc te mets pas la pression sur faire un truc magnifique, pour l'instant c'est pas le sujet. Cette étape elle est juste là pour valider ton concept et à te dire ok c'est celui-là qui est intéressant, c'est celui-là qui est le plus adapté à mon produit et à ce que je veux améliorer. Une fois que tu as fait ça, tu arrives à la dernière étape, l'étape de test, ton produit final. Donc ton produit final ça peut être le résultat de tous tes dessins, de toutes tes maquettes, c'est le mélange parfait de tout ce que tu as fait. Mais perds pas de vue quand même qu'il faut que tu résolves le problème des gens et pas que tu fasses un truc beau. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit facile à utiliser, il faut que ce soit compréhensible. Donc donne-le à tes parents, donne-le à tes amis, donne-le à ta copine, donne-le à ton copain, donne-le à tous les gens à qui tu peux le donner, montre-le à des gens aussi et demande-leur ce qu'ils en pensent, comment ils le prendraient en main, comment ils le mettraient, où est-ce qu'ils le verraient, et quel prix ils lui donnent, est-ce qu'ils achèteraient, est-ce qu'ils achèteraient pas, est-ce qu'ils seraient clients ou pas, est-ce qu'ils pourraient l'offrir, enfin pose plein de questions, pose vraiment ratisse large. Et si jamais tu as des doutes ou des questions, tu peux toujours me contacter sur WhatsApp, c'est le premier lien en dessous de la description et je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider. Donc, en conclusion, tu vois bien que t'as pas besoin forcément d'être designer ou d'avoir fait une école de design ou d'avoir eu des cours de dessin ou d'être super créatif pour exercer ce métier et pour avoir une démarche logique et une démarche de designer et d'une démarche de se mettre à la place de l'utilisateur. Faut essayer de se décomplexer de tout ça, de se dire qu'un designer c'est un mec qui est hyper créatif et qui est dans sa bulle et qui sait hyper bien dessiner, qui utilise super bien les logiciels, qui utilise Photoshop à la perfection, etc. C'est pas ça le rôle d'un designer, ça c'est des outils, mais c'est pas le but premier d'un designer, c'est pas ça qu'on attend. Donc pour résumer, voici tout ce que t'as à retenir. Dessiner mal, c'est pas grave du tout, il faut juste que les gens comprennent ton dessin. Évite de penser à la solution dès le début, parce que ça va niquer complètement ton projet, mais pense plutôt aux besoins utilisateurs. L'esthétique vient seulement à la fin, c'est un peu une réponse finale à un objet bien fait. C'est la cerise sur le gâteau si tu veux. Si elle est pas là, c'est pas grave tant que le gâteau est bon. Utilise des post-it pour valider ou non tes idées et puis noter des mots sur tes idées. Essaye de confronter tes idées et tes dessins ou tes prototypes aux autres pour sortir de ta zone de confort mental. Donc c'est mieux si tu peux travailler en groupe parce que ça va t'aider à voir autre chose et à sortir un peu de tes idées préconçues. Mets-toi des deadlines, c'est ultra important, sinon tes projets ne feront jamais le jour. Va voir sur le terrain, prends des photos, c'est ultra important et fais-toi un dossier résumé de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as retenu, avec qui tu as parlé, ce que tu as touché, ce que tu as senti, ce que tu as vu, comment les gens y parlaient, comment ils interagissaient entre eux, comment ils interagissent avec les objets, etc. Fais-toi
fais-toi un dossier un peu de sémantique de tout ça. Fais des monstres, fais des maquettes, juste pour valider l'échelle, juste pour valider la prise en main. Quelque chose de très rapide, très simple, qui va te permettre en fait de valider ton idée tout de suite. Parce que sur le papier c'est très beau, c'est très bien, c'est super, tout marche sur le papier. Mais dès que tu vas le faire, tu vas te rendre compte qu'il y a des complications de fabrication, tu vas te rendre compte qu'il y a des complications pour le transport, pour les matériaux, le poids, etc. Fais des maquettes, ça va te diriger vers une solution ou pas. Et surtout, le dernier point hyper important, ne faites jamais la même moustache que ce mec. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé, que t'as découvert des trucs, j'espère que je t'ai montré que tu pouvais avoir un regard de designer et une démarche de designer sans forcément être designer. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça fait super plaisir. Moi je te dis à la prochaine, salut.